Le Parrain, un film sur la mafia, réalisé avec la mafia. C'est un peu exagéré, d'accord ? Mais ce n'est pas complètement faux. La mafia a bel et bien eu son droit de regard sur le film de Coppola. Au départ, Le Parrain, c'est un livre écrit par un Américain d'origine italienne, il est de Naples, Mario Puzo. Selon la légende, Mario Puzo était un grand flambeur, pris à la gorge par les dettes de jeu. Il a eu l'idée de se lancer dans l'écriture d'une saga, l'histoire d'une famille mafieuse italienne installée à New York. Excellente idée. Le livre sort en 1969, il restera en tête des ventes aux États-Unis pendant 2 ans, s'écoulant dans cette période à 9 millions d'exemplaires. On dit que c'est avec Le Parrain que l'on a inventé le mot best-seller pour la littérature. Évidemment, Hollywood s'y intéresse et c'est la Paramount qui dégaine le chéquier en premier pour acheter les droits. Et on propose à un jeune réalisateur de se lancer dans le projet, Francis Ford Coppola. Mais ce dernier refuse. Eh oui, il trouve le roman mauvais, trop commercial. À ce moment-là, Coppola est le porte-drapeau d'une nouvelle génération de cinéastes, influencés par le cinéma européen, qui rêvent d'indépendance, de faire trembler l'hégémonie des grands studios hollywoodiens. Et réaliser un film comme Le Parrain, pour la Paramount, c'est une reculade, pour ne pas dire une trahison. Mais Francis Coppola a lui aussi de sérieux problèmes financiers, le fisc le guette et il doit une somme faramineuse à un autre studio, la Warner. Son ami de toujours, George Lucas, le futur papa de la Guerre des Étoiles, le supplie d'accepter et lui dit « Il faut que tu travailles, George, sur n'importe quel sujet. Si tu veux pas perdre ta maison, t'es obligé de tourner. » Et Coppola finit par signer avec la Paramount, avec une condition cependant, il ne veut pas réaliser un film à la gloire de la mafia. Pour lui, ce serait un échec. Le Parrain, cette cristallisation absolue de la mythologie mafieuse, avec ses dialogues cultes, son glamour teinté de nostalgie, peut donc passer pour un échec aux yeux de son réalisateur, car en effet, la mafia en sort auréolée d'une sorte de romantisme, et pour cause, elle a surveillé de très près le tournage. Mais le film restera à jamais un succès artistique et commercial sans précédent dans l'histoire du cinéma. Podcast Story. Dès l'annonce de l'adaptation du Parrain, tout un petit monde plus ou moins interlope se met en branle. La mafia n'est pas très enthousiaste à l'idée de cette publicité gratuite. Enfin, pas pour l'instant. Et elle envoie un de ses représentants, un dénommé Joe Colombo. Pour lutter contre les stéréotypes qui, selon ce monsieur Colombo, nuisent à la représentation de ses semblables, il a créé l'Italo-American Anti-Defamation League, comprenez la Ligue anti-diffamation italo-américaine. Aujourd'hui, on dirait qu'il fait du lobbying de la mafia pour avoir une bonne image. L'homme est connu de la police comme étant le chef d'une des 5 familles de la mafia new-yorkaise. Il se dit lui-même martyrisé par le FBI et il sait brillamment plaider sa cause devant les tribunaux. Quand la presse l'interroge sur sa fameuse famille, il répond tout simplement « Ma femme, mes 4 fils et ma fille, c'est ma seule famille ». Dans le viseur de Colombo, Albert S. Ruddy, le producteur du film, et Robert Evans, l'ambitieux directeur de production de la Paramount. Le producteur est prévenu par la police de Los Angeles. Attention, de mystérieux hommes le suivent et il reçoit des courriers menaçants. Un soir, il retrouve sa voiture de sport percée de plusieurs balles. Et à l'intérieur du véhicule, il trouve une note fraîchement déposée sur laquelle il est écrit tout simplement « Arrêtez le film ». Quant à Robert Evans, c'est directement à son bureau qu'il reçoit des appels lui promettant des représailles si jamais le projet du Parrain voyait le jour. Al Ruddy, le producteur, finit donc par rencontrer Joe Colombo. Et les 2 hommes trouvent un accord. Un accord qui stipule 3 points. 1. Le mot « mafia » ne doit pas être employé dans le film. 2. Colombo aura un droit de regard sur le scénario final. Et 3, des vrais membres de la Cosa Nostra seront engagés parmi les figurants. En retour, Colombo s'engage à protéger Al Ruddy et avec ses hommes, il encadrera les scènes tournées à New York. Le tournage peut commencer. Le budget n'est pas énorme, 2 millions de dollars. Coppola sait déjà qui faire tourner, il veut Al Pacino, Robert Duvall et James Caan.
Robert Evans est furieux. Il considère Pacino comme un acteur de théâtre inepte, un raté, dit-il, qui ne peut pas jouer Michael Corleone. La Paramount préférerait avoir Robert Redford ou Jack Nicholson, plus bankable comme on dit aujourd'hui. Warren Beatty est également dans la top list, mais celui-ci ne veut plus entendre parler de gangsters après le carton mondial du film Bonnie and Clyde. De guerre lasse, Evans finit par accepter Pacino et beaucoup disent, encore une fois, sous pression de la mafia. Pour le rôle de Vito Corleone, Mario Puzo rêve de Marlon Brando. Il lui écrit même une lettre pour lui dire. À l'époque, Brando vit retranché dans sa villa de Hollywood. Il est en surpoids, rendu dépressif par son dernier divorce et complètement accro au Valium. Seule son assistante lui sert de contact avec l'extérieur. Francis Ford Coppola est d'accord avec Puzo. Vito, c'est forcément Brando. Nouvelle levée de bouclier de la Paramount. Ses dirigeants jugent que la star des Révoltés du Bounty et d'un tramway nommé Désir est bien trop capricieuse et ingérable. Ce serait même devenu un has-been. Mais Francis Ford Coppola insiste. Au risque de se faire virer, il supplie à genoux le président des studios de lui laisser une chance. La Paramount finit par accepter et impose à l'acteur mythique de passer des essais. Brando accepte. Il se teint les cheveux au cirage, il se dessine une petite moustache et il s'enfonce des mouchoirs en papier au coin des joues pour faire bulldog. L'effet est immédiat. Les studios lui font signer un contrat au cordeau. Si jamais il provoque des retards de tournage, il les paiera de sa propre poche. Promis, Marlon Brando se tiendra bien. Mais comme à son habitude, il n'apprendra aucune de ses répliques et des petits cartons avec ses dialogues seront disséminés ici et là durant tout le tournage. Les bras de fer entre la Paramount et Coppola se multiplient. Les studios veulent tourner le film à Saint-Louis, au Missouri, moins cher, mais Francis Ford Coppola ne veut pas bouger de New York. Autre problème, la Paramount veut que le film se déroule dans les années 70 pour faire plus moderne. Nouveau refus du réalisateur, qui est là à deux doigts de prendre la porte. Et c'est en pleurs qu'il débute le tournage le 29 mars 1971. Ce sera un film sombre et dur, confie-t-il à la presse. À la vue des premiers rushs, Robert Evans s'emporte. C'est un film qui est beaucoup trop classique, il faut plus de violence. Et figurez-vous qu'il envoie un coach en violence dans les pattes du réalisateur. Les relations entre le réalisateur et Gordon Willis, le directeur de la photographie, sont elles aussi très tendues. Les deux hommes se provoquent en permanence, il y a du matériel qui est cassé. La tension est telle que lors d'une dispute dans le bureau de Coppola, l'équipe pense avoir entendu un coup de feu. Bon, en fait, c'était juste la porte d'un bureau qui a fait les frais de leur énervement. Toujours sous pression de la Paramount, qui l'accuse de perdre du temps et de l'argent, Coppola redouble de travail et devient complètement paranoïaque, mais ça marche. Le tournage du Parrain durera en tout 77 jours au lieu des 83 prévus. Et la mafia sur le plateau, elle est là. Elle est bien là. Deux exemples. Gianni Russo, qui joue le beau-frère des Corleone, n'a jamais tourné un film auparavant, évidemment. Il n'est pas acteur, il est mafieux. Au départ, Marlon Brando ne veut pas entendre parler de lui. Furieux, Russo finit par le menacer publiquement en lui disant « Je vais te casser les deux jambes !» Brando, croyant à une réplique improvisée, le trouve excellent et finit par l'adouber, mais il fera tout ensuite pour l'éviter sur le plateau. Les membres de la famille mafieuse de Joe Colombo viennent souvent jeter un coup d'œil sur le plateau. Un de leurs jeunes représentants débarque un jour avec son garde du corps. C'est un type immense qui s'appelle Lenny Montana. L'équipe du film est si impressionnée par le bonhomme qu'il est gardé pour incarner le rôle de Luca Brasi. Mais il est si intimidé par Brando qu'il est absolument incapable de donner sa réplique sans balbutier, ce qui sera gardé finalement au montage. Le 28 juin 1971, Joe Colombo, le mafieux si utile au tournage du Parrain, se prend 3 balles dans la tête lors d'une réunion de ce qui est devenu la Ligue italo-américaine des droits civiques. Il mourra après 7 ans de coma. S'ensuivra une guerre des familles, une guerre qui ressemble étrangement au scénario du Parrain. À la base, un film à petit budget de $2 millions, Le Parrain aura tout de même coûté $6 millions,
mais il en rapportera plus de 260. C'est un succès public, un succès critique et planétaire. Le film connaîtra 2 suites. La carrière d'Al Pacino est lancée, celle de Brando est relancée. Francis Ford Coppola reçoit l'Oscar du meilleur long métrage. Marlon Brando refuse, lui, son Oscar et provoque un nouveau scandale à Hollywood. Comme un dernier hommage, la mafia, qui tenait tant à ce que le film ne se fasse pas, loue aujourd'hui la véracité du film. Et on raconte que les membres des familles mafieuses de New York se sont dès lors tous mis à parler et à philosopher comme Don Vito Corleone. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.